Bonjour et bienvenue à Ancrer les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Nawel. Et moi, c'est Nawel Grant et je suis artiste et tatoueuse et peintre. Enfin, artiste, tatoueuse, peintre, tout ça. Je sais jamais comment me définir. J'ai 31 ans, je tatoue depuis bientôt, enfin, à peu près de 5 ans, mais bon, c'était mon premier tatou. Ouais. Faut pas dire que c'était le début de ma carrière. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est tout. Pour en savoir plus, ce sera après dans l'épisode. Toi, t'as pas autant de tatouages sur le bras? Les bras, c'est pas encore ce que je tatoue le plus. J'y vais déjà avec parcimonie parce que j'ai envie de pouvoir me tatouer jusqu'à Tout le monde très dit ça. Mais j'ai quand même tout le torse. Ah, t'as tout le torse? Ouais, tu vois. Ah oui, ok. Enfin, comme ça et... Ah, c'est un motif que t'as fait en un moment? En une fois? Je crois que là j'ai fait 3-4 séances déjà. Oui, mais c'est... tu l'as comment... Enfin, c'était le projet entier ou t'as... Non, on y va progressivement, toujours avec le même tatoueur, avec Maclo. Ouais. Et on fait à chaque fois des parties. Ouais. Il va faire tout mon corps, mais pour l'instant j'y vais mollo. Mm. Parce qu'en fait, du coup, j'ai quand même un projet derrière tout ça. Ok. C'est que je veux faire plein de petites pièces comme ça, figuratives, peut-être moins abstraites. Tac, 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 un peu partout. Notamment là, entre les bras en plus, je veux que les choses elles se répondent. Genre, par exemple, là Ici, j'ai un tatou de Lady Blasphemy, mais avant c'était mine de chat. C'est une main, tu vois, avec un serpent, je sais pas si tu vois bien, des étoiles et tout. Et en fait, après, j'ai demandé à... Tu peux... à une collègue qui est à Lyon, qui s'appelle Acapolène, et qui... En fait, je lui ai demandé le même thème. En fait, je lui ai dit, tu vois, là, il y a une main, un serpent, des fleurs. Bah, avec ton style, tu fais une main, un serpent, des fleurs, et je le fais en face. Et donc, du coup, j'ai un peu un thème exprimé par deux artistes différents, tu vois. Donc, en fait, là, ça, c'est mon projet, de faire ça. Et après, en fait, avec le tatouage de Maclo, je veux qu'il blaste, tu sais, c'est qu'il passe par-dessus les tatouages sans les recouvrir. Faire comme pour faire une grille de lecture, deux grilles de lecture comme ça, tu vois. Genre le truc en dessous et le truc dessus, un peu comme si le tatouage ornemental était une cage au tatouage figuratif. Ouais. C'est un peu des chimères qui sont à l'intérieur d'une cage. Tu vois. Ouais, je vois. Parce que c'est rigolo, il y a pas mal de gens, de tatoueurs, qui ont ce projet de symétrie, mais pas forcément symétrique, tu vois. Et par contre, les Blastover, ouais, c'est ça. J'avais vu ça sur Laetitia, justement, elle avait des espèces d'éclairs rouges, et je trouvais ça hyper stylé, et j'arrête pas d'y penser. Depuis que je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais ça, un jour, je vais le faire, enfin, ça rend trop bien et tout. Ouais, après, ça peut rendre plus ou moins bien, en fonction de comment ça tombe. Là, par exemple, il a blasté un tatou de Aaron Deliot, qui est une copine aussi, et qui m'avait fait cette petite dame ici, trop chouette sur l'épaule. Et elle est venue, enfin Maclo est venue par-dessus, tu vois. Ouais. Et je trouvais que ça tombait bien parce que ça lui faisait une sorte de masque. Ouais. Tu vois, on dirait qu'elle est, je sais pas... Une espèce de tatouage facial. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je blasse quand même, tu vois, genre ici ça blasse aussi. Enfin, tu vois, j'aime bien que ça... Sans que ça, tu vois, comme si je veux pas cacher l'histoire d'avant, mais il y a une autre chose qui se raconte par-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de réflexions... Je vois beaucoup de réflexions alors que moi, mes tatouages, je peux te les montrer du coup. Il n'y a pas de réflexion du tout. C'est un peu un mix. Moi aussi, j'ai cerveau. Ouais, j'ai vu la queue d'un renard. Ouais, en fait c'est un loup, mais si je l'ai un peu voulu designer comme un renard. Mais c'est ah oui, ok. C'était un trade qu'on avait fait toutes les deux. Trop chouette. Et là t'as Toto le Royaume, non? Ouais. Et est-ce que je reconnais d'autres choses? Pas forcément. C'est trop chouette. Ça c'est sans écailles? Ouais. Trop bien, avec les petits bonhommes et tout, trop mignon. Oh j'adore les petits bonhommes. Oh et là t'as quoi? Là on reste un peu sur le même... Ça c'est le premier tatouage. Ça c'est génial, il est bien fait en plus. Dis donc. Ouais. Là, la plante et le petit timbre, c'est trop mime ça. C'est trop chou.
Ouais, mais il n'y a pas de projet en fait. Bah non, mais t'es pas obligé d'en avoir. Hein. Je sais pas. Moi, je demande souvent à mes clients, tu vois, quand ils savent pas où te mettre, je dis est-ce que t'as un projet, est-ce que tu penses à quelque chose et tout. Enfin, dans ce cas-là, on peut positionner ton tatou comme tu veux, mais en fonction de ton projet, mais s'il n'y a pas de projet, bah il n'y a pas de projet. Ça fait partie du jeu aussi, tu vois, je trouve ça chouette. Avoir un projet, je sais pas, j'ai l'impression que je change trop d'avis. Ouais. J'aurais peur de commencer un truc. Si j'avais commencé la symétrie, il y a moyen qu'au milieu j'ai abandonné en me disant. Ça t'a saoulé. Oui, bah c'est pas grave. Ouais, je sais pas. C'est ça la vie. Ouais. C'est comme ça, des fois tu pars sur un truc et puis non, mais finalement j'ai pas trop envie, viens, on passe sur autre chose, bah, c'est pas grave. Hein. Ouais. Mais du coup, là. Je t'ai dit, quand je t'ai envoyé un message pour t'inviter, c'était. J'ai vu comment tu faisais tes projets et j'ai trouvé ça super chouette. Donc est-ce que tu peux nous en parler Alors, comment je fais mes projets ? En fait, je demande donc à la personne qui peut se faire tatouer de me raconter une histoire. Donc ça peut être une histoire qui est personnelle, ça peut être un bouquin, un film qu'on a aimé, un rêve, ça peut être à peu près tout. À partir du moment où il y a une narration. Et j'essaye de mettre en image cette narration à partir de formes semi-abstraites. Donc en fait, ça va être... Ouais, je travaille entre... Vraiment, j'essaie de toujours être dans un entre-deux, enfin en tout cas dans les projets, un peu dans tous les tatous que je dessine, mais entre de l'abstraction et de la figuration, pour qu'il y ait une forme de langage qui se crée, enfin une forme d'écriture qui se crée mais qui est partagée par la personne et moi, et la personne elle peut le transmettre si elle veut, et puis en même temps c'est quelque chose d'abstrait, donc en fait c'est aussi chouette parce que chacun y met le récit qu'il a envie quelque part. Parce que moi, souvent, je dis, bah voilà, ça signifie ça, ça signifie ça. Et puis les gens ils me disent, ah tiens, c'est marrant parce que je t'ai pas raconté, mais en fait, il y a ça, ça, ça. Et en fait, ce que t'as dessiné là, ça parle de ouf de ça. Et du coup, c'est marrant parce que chacun vient y mettre aussi son récit et la signification qu'il entend. Et c'est comme ça que je travaille à peu près. Pas tous mes projets, mais une partie de mes projets, parce que tout le monde n'a pas des choses à raconter, et c'est très bien aussi de venir en disant je veux des trucs abstraits, des lignes, des points. Comment t'as eu l'idée Comment j'ai eu l'idée en fait, le truc, c'est que moi j'ai du mal à créer si je raconte pas quelque chose. Donc je peux raconter sur moi, puis au bout d'un moment, c'est très narcissique. Non, mais c'est qu'une fois que t'as raconté 1000 fois, je raconte sur moi, d'ailleurs, je le fais de façon totalement inconsciente, parce que quand je dessine, je sais que ça vient de mes tripes, quoi, donc forcément ça raconte quelque chose de mon quotidien, de ma vie, etc. Et c'est plus tard, en fait c'est après coup que je dois analyser ce que je fais, en me disant attends mais là j'ai voulu dire ça, c'est fou, je regarde beaucoup ce que je crée après coup pour m'auto-analyser, pour comprendre un peu ce que j'avais à dire, quoi. Une sorte de miroir un peu quelque part. Ouais. Et donc du coup je me rendais compte que j'avais besoin de toujours avoir quelque chose pour créer, tu vois, juste dessiner pour dessiner, j'arrive pas trop, tu vois, juste représenter une femme assise par exemple, ça va pas trop me parler, du coup ça va vite me gonfler si j'ai envie de le faire, tu vois. Ouais. J'ai besoin d'avoir un truc, j'ai besoin en fait c'est même pas tant un récit, parce qu'en général quand les gens me racontent leur récit, je le lis, je m'en imprègne et puis après je le laisse un peu de côté et c'est plus tard que je viens dessiner. Donc je dois vraiment m'imprégner d'émotions, de trucs, tu vois, j'essaye de pas trop être focus sur ce qu'ils m'ont raconté, pas non plus être complètement à côté de la plaque, mais un entre-deux, je me laisse un peu pénétrer par ce que les gens me racontent pour pouvoir faire quelque chose, et c'est pareil avec... si je dessine sans rien, il y a toujours quelque chose, par exemple il y a une musique, ou il y a quelque chose que je viens de lire, ou quelque chose qui m'a imprégné, comme ça, il y a des... tu vois. Ouais. C'est très intéressant de créer avec des émotions, mais en même temps quand tu crées, c'est forcément ça vient un peu de ton vécu, ça vient de ton point de vue, même si tu dessines un œuf, tout le monde peut dessiner un œuf, mais... Oui, bien sûr, c'est par rapport à tout plein de paramètres qui t'appartiennent. Mais c'est rigolo parce que j'essaie toujours de descendre un peu dans les feeds, on s'est très bien nettoyé la plupart des fois, et j'ai l'impression que souvent, surtout sur des projets, toi tu vas de plus en plus vers l'abstrait en fait, tu vois... J'ai l'impression que je suis descendue jusqu'à 2020. Ok. Avril 2020, très bon moment pour commencer à poster. C'était le Covid. J'avais posté beaucoup bien avant, mais je pense que j'ai enlevé j'ai tout archivé. Mais du coup, tu peux voir un petit peu petit à petit les projets devenir de plus en plus abstraits. Et c'est trop marrant et c'est trop intéressant à voir un peu tu te trouves un peu
ton processus en fait, pour que ça fasse un peu le truc final. C'est ça. Ouais, je dirais pas plus abstrait, mais peut-être c'est pas tant de l'abstraction que genre une maîtrise. Enfin moi ce que j'aime particulièrement dans mon travail, dans tous les supports que je fais, donc la peau, le mur, la toile, c'est essayer d'avoir des formes qui soient un peu, qui paraissent d'être, enfin je sais pas comment expliquer, qui paraissent authentiques, enfin tu vois, qui sont un peu qui sont pas carrés, qui sont pas, parce que pendant longtemps je faisais de l'abstraction, de la composition, mais je trouvais que c'était un peu trop géométrique, un peu trop maîtrisé, c'est ça que je cherche. Voilà, c'est trop maîtrisé parce que j'utilise des outils informatiques, etc. J'en utilise toujours, mais du coup je suis arrivée à les façonner pour qu'ils aient quelque chose de plus authentique. Mais tu vois, avant j'avais des lignes, des points, des trucs, mais c'était très droit, très géométrique, et je trouvais que ça manquait d'une vie, d'une patte, tu vois. Ouais, de fluidité, on va dire. Tu t'es trouvé, en fait, tu tends vers ce que tu aimerais, enfin c'est juste l'évolution de ton style qui ressemble plus à ce que toi tu voudrais qu'il soit. C'est ça. Ouais, et en même temps, c'est rigolo parce que mon travail il est complètement lié à ce que je vis et à mes questions intérieures, etc. Et avant, j'avais du mal à me séparer de certains carcans. Tu vois, donc du coup il fallait qu'il y ait une forme de rigidité dans mon travail, parce que mon éducation, parce que aussi mes études, tout ça, et puis petit à petit j'ai un peu lâché du lest et je me suis un peu détendue et c'est là où j'ai commencé à avoir des formes qui étaient beaucoup plus organiques. C'est ça que je cherchais comme mot. Ouais, organique. Organique. Et voilà. Donc, et c'est quoi tes études? J'ai fait des études d'architecture. Ok, deuxième architecte. Ah ouais, mais attends, c'était qui la première? C'est. J'ai pas tout écouté de tous les podcasts, mais j'ai écouté. Y a pas de soucis, y a aucune pression. C'est Mehdi, le mal luné. Ah oui, d'accord. Architecte intérieur. Il y a longtemps. Ah ouais, attends. Ah bah non, c'est pas celui que t'as fait récemment là. Non. Ok. Celui que j'ai fait récemment. Spoiler. Enfin, de toute façon, il va sortir après. Ok. C'était Pierre. Du coup, c'est pas du tout un tattoo-artiste. Ok. C'est l'ami. Oui, bien sûr. C'est l'ami d'Alice. Ah oui, s'il te plaît. On va faire un petit moment ASMR. Oui, du coup, c'est un ami d'Alice. On en avait parlé. Enfin, j'en ai fait un réel qui s'était fait tatouer, je sais pas. Et du coup, elle m'en avait parlé de son tatouage. Donc, en fait, autour de la cheville, il a les tatoué le code postal de tous les endroits où il habitait. Ok. Et ça faisait... Enfin, ils en ont fait... Enfin, bref. Du coup, quand elle m'a dit, j'ai dit... c'est très rigolo comme concept de tatouage parce que j'adore les gens qui ont des tatouages fun. Ouais. Et un truc où je me dis, mais jamais j'aurais pensé à ça, c'est incroyable. Donc je lui ai dit, genre dans cet épisode-là, j'ai dit honnêtement Pierre, si tu veux venir. Et du coup, Pierre m'a envoyé un message. Et oui, on a parlé de photographie, un peu de ses tatouages. Enfin voilà. C'est trop chouette. Ouais. Mais c'est rigolo de voir aussi d'autres types de personnes qui travaillent l'art et tout. Ça permet de voir un peu la vision un peu globale. En fait, au final, ça se rejoint tous un peu. J'ai l'impression que dès que tu fais un truc plus artistique, t'as beaucoup de points communs en fait entre plein de gens. Oui, bien sûr. Ouais. Dans la façon dans le processus. Exactement. Alors que moi, en parlant de rigidité, moi je suis ingénieur informatique, extrêmement rigide. Enfin, rigide dans le sens où tu as plusieurs façons de faire, mais à la rigidité en fait, au final, faut que ça fonctionne comme ça, faut pas qu'il y ait de failles, il n'y a pas de possibilité d'en faire n'importe quoi, de se faire hacker, enfin machin. Et du coup, c'est drôle de revenir d'une journée où t'étais en mode carré, test, oui, non, en fait, je travaille la lumière, je travaille les formes et tout. Ça permet de juste... Ouais, de ouf. Mais justement, c'est aussi dans ces petites choses qu'on trouve la liberté de s'exprimer, tu vois, parce que justement, on est tous entre deux trucs, tu vois. Ouais. Entre de la rigidité, entre de la souplesse, etc. Et il faut après trouver l'endroit où
où ta rigidité a un sens et un endroit où ta souplesse peut s'exprimer, quoi. Ouais, vous dites des choses magnifiques. Et comment, du coup, architecte à artiste tatoueuse? Alors, ça c'est... disons que j'ai pas fait que de l'architecture, hein. J'ai fait d'autres études, j'ai fait de l'anthropologie sociale, de l'histoire de l'art. Je suis allée un peu en fac de bio, parce que je viens d'un bac, j'ai fait un bac S. Ok. Voilà. Donc je suis de base, j'étais destinée à être scientifique. Et l'architecture, j'y suis allée parce que ça faisait un petit moment, ça faisait depuis petite que j'avais envie. Je suis pas allée directement après le bac. J'aimais bien parce que c'est extrêmement transdisciplinaire. Tu vois, en architecture, tu vas faire autant de l'ingénierie que des sciences sociales, que des cours d'art, que de la philo, tu vois. Donc je trouve que ça balaye beaucoup de choses entre la littérature, enfin entre ce qu'on pourrait appeler des matières plus littéraires et des matières plus scientifiques. Voilà. Et en fait, la licence c'était génial, j'ai fait ma licence à Marseille. C'était très chouette parce que c'est très empreint des beaux-arts quand même, tu vois. Ouais. Donc quand tu fais du projet, tout ça, t'as toutes des analyses sensibles et ça c'est super intéressant. Et puis ensuite, j'ai fait mon master, j'ai commencé mon master dans un master qui était génial, mais qui était un master où le projet d'archives, parce que tu as toujours du projet, c'était un vrai projet, on construisait vraiment quelque chose avec les profs qui en fait utilisaient leur entreprise pour pouvoir en fait réaliser ce projet avec des élèves avec leur master 1 à chaque fois. Tous les ans ils répondaient à un concours et en fait après tu faisais quelque chose qui était institutionnel, hein, c'était tu vois des concours faits par des institutions publiques. Et c'était super intéressant. Et c'est que je me suis rendu compte que c'était super intéressant, mais que je n'y mettais pas tout mon cœur, quoi. Et là, je me suis dit, ça doit pas être pour toi. Et moi, je suis plutôt du style à écouter un peu, tu vois, plutôt que essayer d'avancer à contre-courant, de me dire, bon, là, Noël, tu vois bien que c'est pas ton truc, tu traînes des pieds pour aller en cours et tu dois rendre des trucs, tu dois rendre des projets, tu dois produire des plans, des machins pour tes collègues parce que sinon vous allez avoir une réunion là dans une semaine avec les élus et en fait tu vas rien produire et c'est la honte. Donc plutôt que d'être le gros boulet du cours, tu vas t'en aller. Voilà, pour le bien de tous. Donc j'ai fait ça. De toi aussi. Comment ? Oui, le bien, bien sûr, pour mon bien aussi. Et j'avais déjà commencé à dessiner. Ouais, c'est plusieurs choses qui s'emboîtent, donc il y a eu ça, et il y a eu aussi... Enfin, moi, je me suis fait tatouer assez tardivement, quand j'avais 23 ans. Je me suis fait tatouer il y a 2 ans. Ok, d'accord. J'avais 25 ans. Ok. Donc t'as 27. Ouais. Si, je suis assez bonne. Les mathématiques sont restées. Pas tellement. Hein. Enfin, bon, c'est que non, j'ai des problèmes de calcul rapide, je sais pas faire trop de calcul mental, donc je me retrouve toujours gogol à devoir faire des petits calculs à la con, tu vois. Et les gens ils disent, ça fait tant. Ouais. Toi t'es là, oui, parce que j'arrive pas si je pose pas dans ma tête, parce que si tu me parles pendant que j'essaye de calculer. Ouais. Ah oui, calcul mental. Et donc du coup... Qu'est-ce que je te disais ? Et donc, oui, je me suis fait tatouer, et en fait, je connaissais pas du tout le monde du tatouage, ce que j'appellerais le monde du tatouage contemporain. Pour moi, le tatouage, j'avais vraiment dans ma tête l'idée des squelettes réalistes, tu vois, et des lettres chicanos et tout, tu vois. Et quand je me suis fait tatouer la première fois, j'ai découvert donc cette tatoueuse qui est Marion Bouitz, qui est toujours qui crée toujours et qui fait des trucs géniaux. J'invite les auditeurs à aller voir. Et elle me tatoue quelque chose qui correspond à ma spiritualité, enfin tu vois. Et je me dis putain c'est ouf, ces dessins ils sont dingues, elle s'inspire de Matisse, de plein de choses, enfin en tout cas à cette époque là. Et en fait je commence à dessiner un peu comme elle, je me dis voilà, mais je faisais mes études d'archi, et puis je fais des dessins, et puis en fait comme ça sur des carnets, mais je pensais pas du tout à les ancrer, je commençais à dessiner comme ça. Et puis il y avait des potes qui me disaient ouais c'est super sympa ce que tu fais, enfin tu vois, et donc toi ça t'enorgueillit, tu me dis oh bah ouais je vais continuer. Et puis tu fais toujours tes études d'archi, et puis un jour je me dis mais pourquoi pas les ancrer en fait.
Et donc je commence à chercher, donc je me fais un beau book, un beau portfolio papier, et je vais avec ça sous le bras. J'habite à Marseille et je frapper à la porte de plein de tatoueurs. Ok. Parce que moi, je pouvais faire un apprentissage. Et donc plein de portes qui se sont fermées, bien évidemment, parce que voilà, moi je venais avec pas du tout de connaissance du milieu, tu vois. Et puis il y a une tatoueuse, Charlotte Shadow, qui est à Marseille et qui m'a dit c'est intéressant tes dessins, moi je veux bien te prendre en observation. Donc j'ai fait peut-être un bon mois chez elle d'observation déjà, ça m'avait plu. Bon, j'étais toujours dans mes études et puis les gens me disaient mais tu vas faire quoi, du tatouage ou de l'architecture? J'étais là peut-être les deux en fait. C'est pas incompatible. Et puis voilà, et en fait j'ai commencé à vraiment m'intéresser, puis après j'ai beaucoup bougé entre Marseille et Rome et Grenoble, et du coup j'avançais un petit peu dans le dessin, dans d'autres choses aussi, parce que je commençais à faire de la fresque et tout. Et puis en fait c'est quand est arrivé le moment où je me suis rendu compte que l'archi c'était pas fait pour moi. Là forcément je me suis dit je crois qu'il faut que tu ailles vers là où tu as l'impression que c'est ta place. Ouais. Et donc c'était le dessin, déjà de prime abord. Je faisais des petits travaux de graphisme, des trucs comme ça. Et puis après, progressivement, le tatou. Ouais. Voilà. Entre, du coup, Marseille, Grenoble et Rome? À ce moment-là, ouais. Pourquoi Marseille, Grenoble, Rome? Alors Marseille, j'ai fait donc ma licence. Ensuite, Grenoble, c'était vraiment une très très courte période Grenoble. Hein. Mais c'est là où j'ai abandonné l'archi en fait. D'accord, très bon souvenir. J'y suis allée pour commencer mon master et genre j'ai arrêté en décembre quoi. Tu vois. Ouais. Ah oui, enfin vraiment, thank you, ça. next. Ouais. En plus c'était fou parce que genre j'arrivais pas à quitter. En fait j'arrivais pas à quitter le statut qu'allait me conférer l'architecture en fait. J'avais honte. Honnêtement, je comprends, mais là tu touches un point très... Enfin oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin ouais. J'avais trop honte parce que j'avais envie de rendre fiers mes parents, c'est con tu vois, mais on fait tout ça. Et puis mon père il est marocain et je trouve que c'était pour lui, tu vois genre pour... quand les gens, je sais pas, connaissent pas trop ça, mais quand t'as un parent immigré, maghrébin du moins, parce que c'est ce que je connais, lui il est parti là-bas en France pour réussir, et donc sa réussite c'est pas que sa réussite personnelle, c'est genre qu'est-ce qu'on fait tes enfants, et genre pour lui parce que moi j'ai eu un grand battement avant de rentrer en archi. Là il était fier de moi et je pense qu'il devait s'enorgueillir auprès des gens de l'architecte. Pour les arabes c'était architecte ou ingénieur, c'est trop bien. Architecte, ingénieur, médecin, les autres métiers n'existent pas. C'est ça. En fait t'es chômeur ou tu sais ces trois métiers. Enfin vraiment... C'est ça. Et donc du coup j'ai dû... Enfin c'était ça, j'avais un peu du mal à lui dire papa en fait je vais pas être architecte. Ouais. Et d'ailleurs il m'a... Je me souviens... oh ça me fait trop de la peine. Et il m'a dit mais tu pourras quand même signer des plans. Et je lui ai dit non. C'est vraiment la phrase de papa marocain. C'est incroyable. Je lui ai dit non je vais pas pouvoir signer des plans, non Parce que lui, il voulait aussi qu'on fasse des projets au Maroc et tout. Ah oui, lui, il était... les maisons au bled et tout, la terre était achetée. C'est clair, je te jure. Attends, mais qu'est-ce que je vais vous dire à tes cousins, là? Tu devais nous construire nos maisons à la campagne. Ah, c'est fou. Ouais, oh mon Dieu. Ah oui. Et là, c'était c'était compliqué de quitter ce statut pour dire, je vais être... Il m'a dit, tu vas faire quoi? Je dis, je tatoue, je dessine. Double peine. Double peine, toujours, je l'assomme. Et du coup, voilà. Je me suis dit, il faut que je quitte ce statut-là pour devenir saltimbanque. Ouais. Voilà. Donc c'est ça aussi que je te disais, la rigidité, puis de lâcher progressivement, tu vois. J'aimais être dans un cadre... En fait, je voulais absolument rentrer dans des petites cases, comme on a tous voulu, hein, mais rentrer dans des cases pour que les gens ils soient contents, qu'ils n'aient rien à te reprocher. Ouais, ah oui. Et Rome? Et Rome, en fait, à l'époque, j'avais
mon petit copain de l'époque, en fait, qui habitait en Italie. Ma sœur également, elle habitait en Italie. Et donc, du coup, comme il y avait mon copain de l'époque, j'allais et je faisais les allers-retours Marseille-Rome. Et puis, j'ai fait, par exemple, je faisais 1 mois, puis après, je faisais 2 mois, après, je faisais 6 mois, après, je faisais 1 an. Donc, je suis restée pas mal comme ça en relation pendant plus de 5 ans entre la France et l'Italie. Ok. Je vérifie parce que j'ai un truc parfois qui fait un son. Ma phobie, c'est d'enregistrer avec le son qui... genre toutes les secondes. Et ça le fait pas là? Non, ça va, parce qu'il bouge pas, donc on est bien. Là, faut juste vérifier qu'il enregistre plus que 8. Ok. Pourquoi 8? Je sais pas, parce que par défaut, il se met avec le dictaphone et avec le 8. Mais tu sais, je pense que c'est parce que t'es censé avoir ton instrument et tu fais plusieurs trucs, parce que tu peux mettre des couches. Ah oui, je vois. Du coup, parfois, je m'amuse à envoyer des messages vocaux, à créer des messages vocaux, mais genre avec moi qui fait plein d'harmonies. Je chante super mal. C'est trop drôle. Comment ça se passe? Ouais, genre en mode... c'est genre j'envoie plus quand est-ce que tu viens, mais j'en viens avec plusieurs mots de mots. Viens. Et ça m'amuse. C'est génial, j'adore. Ah, c'est excellent. Et du coup, si on parle musique, tu écoutes quoi comme musique? Oula, j'écoute beaucoup de choses. C'est hyper éclectique mon répertoire. Après, je sais pas si aujourd'hui les gens, avec Spotify, ils écoutent de tout quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est difficile de dire j'écoute plus d'un style ou de l'autre. Je trouve que tout le monde écoute à peu près beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, et donc du coup, c'est compliqué de. Aujourd'hui, quand on me demande, j'ai l'impression de répondre la même réponse que tout le monde. Bah, j'écoute beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as Spotify? Ouais. Est-ce que tu te rappelles les top artistes de l'année dernière? Ah bah je peux les regarder. Hein. Ah ouais? Après, ça va peut-être pas être très... Ah, t'écoutes Transfert? Oui. Bien sûr, je suis abonnée, enfin je suis abonnée à leur truc premium. Mais j'adore Transfert, c'est vraiment... mon podcast préféré. En fait, je consomme beaucoup de podcasts. Ah. Et je crois qu'on peut aller le retrouver quelque part. Ouais, mais j'arrive jamais à le retrouver. Regarde. Historique d'écoute. Non. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça d'ailleurs. Par contre, là, c'est tout à shame quand tu écoutes la musique dont t'as honte. Oui, est-ce que t'écoutes de la musique dont t'as honte? Ah oui, totalement. C'est quoi les musiques dont t'as honte? Bah, c'est des musiques qui sont... Moi, je pense qu'il y a des musiques que tu vas écouter parce que t'as besoin de, je sais pas, te recentrer. T'as des musiques où ça va te rappeler, t'as l'impression d'être dans un autre moment, dans les années 70 et tout. Puis il y a des musiques que t'écoutes, c'est de la consommation, c'est de la fast music, quoi, tu vois. Genre. Ouais. Et c'est quoi le dernier son où t'es en mode, ça c'est de la fast music, mais genre je m'ambiance? Ah bah moi, ça peut très facilement être du Jul ou du Aya Nakamura, quoi, tu vois. Ouais. Je crois que... Ouais, je crois que c'est ça, et je sais pas, il devait y avoir un morceau avec Naps, CH, un truc dans le genre, tu vois. J'écoute, easy quoi, j'adore. Je trouve ça super, enfin je trouve ça... avant j'étais critique sur la musique comme ça pendant longtemps, parce que genre moi j'avais été élevée à la bonne musique, la musique black américaine, tu vois, genre... Genre Black Eyed Peas? Non, plutôt... non, Nina plutôt, Simone. Nina Simone, Jazz Brown, j'en sais rien. Blues, tu vois, genre du Ray Charles, tu vois. Et puis j'ai quand même été élevée aussi à la variété française, mais de qualité, tu vois, genre Jacques Brel, Léo Ferré... Donc j'avais vraiment tout ce bagage-là musical, et pour moi il y avait donc la bonne musique et la mauvaise musique. Et bah, c'est pour ça que je te dis Jul et Aya Nakamura, parce que c'est vraiment deux artistes où genre un jour je me suis dit... en fait, il y a plein de gens qui écoutaient ça autour de moi, mais notamment en soirée pour délirer, pour danser, et je faisais un peu la meuf, c'est nul, c'est vraiment de la musique de merde. Les gens chiants. Je faisais souvent être... j'étais un peu vieux jeu. Et puis en fait, un jour, je me suis rendu compte que c'était ambiançant. Ouais. Donc je me suis dit, bon, maintenant tu te tais, tu arrêtes d'être chiante. Ouais. Tu écoutes cette musique là quand t'es en soirée et t'arrêtes de faire ta rabat-joie. Et puis j'ai arrêté de faire ma rabat-joie. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable. Mais t'écoutais rien de moderne, entre guillemets?
J'écoutais pas de trucs trop modernes, non. Ok. Non, tu vois, j'avais écouté du Marvin Gaye, ou je vais écouter, tu vois... Ouais, j'écoutais pas de trucs modernes. Du Manchiba. Non, mais tu vois, genre, c'était très... C'est très niche. Encore, ça va. C'est des choses qui s'écoutent, qui sont connues, quoi. C'est pas encore de la musique vraiment de niche. Mais, et voilà. Et un jour, je me suis dit, maintenant, écoute ça. Et je me suis rappelé qu'il y a toutes les époques, il y a eu des musiques qui étaient faites pour s'amuser, puis des musiques qui étaient plus intellectuelles. Et je sais pas, je me suis souvenue d'Henri Salvador qui chantait Zorro est arrivé sans se presser sur son cheval. Et tout le monde dansait là-dessus. Voilà, ça s'écoutait en soirée. Et on faisait pas chier Henri Salvador, on disait que c'était pas ouf, mais voilà. Et puis plus tard, Henri Salvador a fait un album d'ailleurs que j'adore, je crois que c'est Jardin avec vue, quelque chose comme ça, donc très jazzy, tout ça. Et d'ailleurs, lui-même l'avait dit une fois dans une émission, on lui a dit mais pourquoi vous avez commencé à faire ce style de musique à la fin de votre carrière? Et il a dit bah parce qu'au début il fallait que je mange. Bah oui, mais enfin, c'est fou. Moi c'est surtout genre, aujourd'hui des artistes femmes, où t'es en mode... c'est fou que tu vois le moment où elles prennent possession de leur truc et qu'elles disent non j'arrête, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, genre il y a beaucoup de gens qui commencent, il y a beaucoup de femmes qui commencent en mode en petit short, petit bikini, full twerk, et à un moment tu sais pas ce qui se passe, elles reviennent avec un album et genre ouais. Tu vois, genre un peu notamment, genre moi je pense, c'est ma théorie sur Doja Cat, il y a une raison pour laquelle au début elle était enfin même là elle est quand même assez dénudée, tu vois, mais elle se rase la tête, elle est plus enfin elle s'embrouille avec les gens et tout. Et je pense que c'est plus, il y a un moment où elle était en mode il faut que j'ai de l'argent, et ça l'a saoulée, et puis du coup, oui, de ouf, tu fais au départ tu joues des le choses jeu extrêmement commerciales et tu rentres dans le jeu, et puis après une fois que t'as été reconnu, tu peux te détendre, quoi, tu vois. Genre c'est vrai que des fois il faut un peu arriver à rentrer dans le flow, dans le move et tout, puis après tu te dis ah, bah, maintenant j'ai plus rien à prouver, c'est bon. Mais c'est un peu triste que tu dois jouer genre un jeu quand même assez je sais pas à quel point t'es... Enfin, c'est à quel point... Après, tu peux ne pas jouer ce jeu-là, et tu peux aussi rentrer dans le truc en étant complètement loufoque avec tes idées et tout ça. Tu vois, mais je pense que c'est... Aussi. Enfin, ça peut marcher aussi, tu vois. Je pense qu'il faut énormément de force et de talent parce que quand tu vois des gens qui n'ont pas fait exactement la même chose, enfin, c'est des gens qui sont plus... J'ai pas envie de dire qu'il y a des gens plus talentueux que d'autres, mais il y a plus de persévérance et plus une envie de... Moi, je préférais que ça soit fait de façon. Bah oui, mais parce qu'ils ont peut-être un message vraiment à faire passer dès le début, et ils arrivent pas, et ils veulent s'y tenir, et c'est bien, je trouve. Contrairement à d'autres personnes qui ont pas forcément un message qui est aussi... Je trouve que peut-être qu'aujourd'hui, on a aussi envie de notoriété pour la notoriété, quoi. Et, je suis assez d'accord. Tu vois, alors qu'il y a des gens qui se disent... ok la notoriété, mais par contre j'ai vraiment un truc à dire, quoi. Et donc du coup ça fait la différence, tu le sens sur des artistes, quoi. Oui, parce que honnêtement les seules personnes dont après j'écoute vraiment pas de... Mon style de musique n'a pas évolué depuis les années 2000, où j'écoute quand même un peu genre toujours de la pop rock qui sort aujourd'hui, mais je reste sur des choses assez similaires en vibe. Et donc je connais pas beaucoup de gens qui commencent, mais pourtant il y a beaucoup de sons TikTok où tu vois et t'es en mode ah, et parfois c'est des chansons de gens qui sont écrits il y a 4 ans et ça ressort maintenant, et je suis en mode tout bouge tellement rapidement, je sais pas, enfin c'est difficile de suivre, et du coup maintenant j'ai l'impression que c'est devenu un peu, enfin il y a un moment où c'était fait entre guillemets, le truc c'était se mettre à poil, twerker, écrire 4 chansons qui marchent, écrire un album, et puis après t'as la notoriété, alors que là c'est devenu vraiment un peu disons que c'est tellement facile aujourd'hui de pouvoir te lancer. Enfin, c'est tellement facile, entre guillemets, c'est-à-dire que les canaux, tu peux t'autoproduire, tu vois. Ouais, c'est facile de se produire, de mettre un truc sur internet. C'est ça. Donc, en fait, avant, je pense qu'il fallait... Alors déjà, moi, souvent je pense à ça, la notoriété, qu'est-ce qu'elle était, par exemple, dans les années 70, où t'avais des gens comme les Beatles ou quoi, enfin, c'était un nouveau truc d'être sur le devant de la scène, d'être dans des magazines, tu vois, et il n'y en avait pas 1000 des gens. Et puis surtout, les Beatles, ils étaient considérés comme One Direction, en fait. Enfin, c'est ça aussi, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont en mode, tu dis les cassos, genre, les Beatles, c'est vraiment de la bonne musique. À l'époque, les gens, ils sont en mode, les Beatles, c'est de la merde, quoi. Mais c'était quand même...
il n'y avait pas beaucoup de gens connus, enfin il y en avait, il y avait pas... et aujourd'hui il y a beaucoup de gens connus, donc enfin je veux dire, comme ça là en 2-2, d'un seul coup tu peux lancer un concept, te faire connaître, tu vois, et puis justement jouer le jeu de se twerker, de machin, puis avoir une micro-communauté qui te suit, tu vois. Donc aujourd'hui, pour pouvoir se démarquer, il faut proposer autre chose. Ouais. Mais c'est... Du coup, en même temps, c'est fou parce que quelque part, on a un aplatissement où tout est au même niveau et il y a trop de choses, il y a beaucoup de choses et on se noie dans le flow, tout ça. Et puis, et du coup, on parle toujours de culture mainstream et tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, si tu veux te démarquer, il faut ok, un peu rentrer dans le jeu du mainstream et tout, et puis hop, s'en détacher, tu vois, et c'est comme ça que je trouve qu'on va apprécier vraiment ton talent, etc. Tu vois. Ouais. C'est de sortir ce truc-là. Tu regardes un peu les sons populaires sur TikTok ou sur les... Moi j'utilise Instagram Reels parce que je suis trop digne pour installer TikTok. Faut pas être digne pour regarder TikTok. Non, c'est juste que moi, j'ai une personnalité très addictive. Ah ouais, je vois. Et j'ai peur de... Apparemment, l'algorithme, il est vraiment très pointu. Moi, j'ai du TikTok, je regarde de temps en temps, mais ça m'a jamais... Ouais, mais moi, c'est vraiment... Enfin, moi, je... Mais j'ai pas un comportement addictif. Tu vois, enfin, moi, c'est... j'ai pas de problème. Mes addictions, entre guillemets, c'est pas des choses graves. Enfin, je te dis que t'as mon téléphone. Je te dis que t'as mon téléphone un petit peu, si je peux voilà. Insta, c'est voilà, mais je suis jamais partie sur des trucs plus, plus, on va dire, des addictions qui peuvent un peu te... Après, être addict sur portable, c'est pas terrible aussi. Ouais, c'est pas ouf. Mais du coup, est-ce que tu écoutes les sons qui sont sur TikTok ? Est-ce qu'il y a des musiques que tu découvres ? Ah oui. Bah oui, de ouf. C'est quoi la dernière musique où t'étais en mode ah ça c'est... Et tu l'as cherché sur Spotify parce que c'est ça le jeu. Oui, non mais je fais ça. Mais je pense que c'est quand je fais des TikTok en fait, où je fais un TikTok ou je fais un Reels. Attends, qu'est-ce que c'était quoi mon dernier réel ? Je me souviens qu'il y avait Jossman une fois, mais enfin je l'ai pas découvert parce que je connaissais Jossman, mais je crois que je l'ai beaucoup écouté sur TikTok et je pense que ça va être Jossman. Ok, Jossman, je ne connais pas. Ah ouais ? Non. Enfin, c'est pas la dernière que j'ai découvert avec TikTok. Hein, attends, mais comment ça s'écrit, Jossman ? J-O-S-M-A-N. Je pense que j'écoute pas beaucoup de musique française. Ah, moi j'écoute beaucoup de musique. Ouais, moi genre j'écoutais un local. Ouais, mais après moi je consomme pas local techniquement. je rigole, je dis ça comme ça. Moi j'ai des connaissances de musique très enfin, mon dernier truc c'est que je suis très en retard. Le dernier truc que j'écoute en boucle, c'est l'album de Girl in Red. Ok. Mais je pense qu'il est sorti il y a 2 ans. En fait, le truc, c'est que moi, j'écoute de la musique, mais en retard sur tout le monde, parce que je suis en mode... Tout le monde parle de cet artiste, mais je sais pas. J'ai pas envie d'écouter pendant la hype. Ouais, moi aussi, ça me Tu vois ce que je veux dire ? Ça avec d'autres choses, avec des films. Ouais, du coup, j'étais en mode... Tout le monde était en mode Girl in Red, et j'étais en mode, je vois qui c'est, je vois le visage de la femme. J'ai pas envie d'écouter pendant la hype. Et un jour... Ce que je fais, c'est parfois quand j'ai besoin de me concentrer, mais pas trop. Si j'ai besoin de beaucoup me concentrer, je mets de la musique que je connais en boucle. Comme ça, c'est un son derrière et ça noie le truc et ça me permet de me concentrer. Parfois, si j'ai juste besoin d'un truc pour m'ambiancer et que j'écris par exemple de la doc, bah je mets l'option sur Spotify, genre playlist associée, et il y avait elle au milieu. Et là, je me suis dit, oh, cette chanson est fabuleuse. Du coup, je suis allée écouter l'album et l'album est sorti en 2021. Je suis très en retard. C'est If I Could Make It Go Quiet. Okay. Et je l'écoute, mais de A à Z. Mais ça, c'est des musiques qui sont un petit peu mélancoliques. Ah, j'écoute beaucoup. En fait, du coup, la musique que j'écoute, c'est beaucoup de mélancolie. Et beaucoup de juste du trash. Beaucoup de rap américain dégueulasse. Ok. Et genre, les musiques les moins profondes, mais j'adore... En fait, je pense que j'aime beaucoup le son derrière, les basses qu'ils utilisaient tous, je suis juste en mode... Tu vois, ça donne beaucoup d'énergie. Ouais. Je vois. Mais c'est vrai que pour la musique mélancolique, pour la musique avec de l'énergie, moi j'adore, c'est ça justement que j'écoute tout le temps, et en plus je danse beaucoup. Et donc du coup, j'ai besoin d'avoir de la musique pour sentir mon corps se mouvoir.
Mais la musique mélancolique, moi je suis déjà mélancolique dans ma tête tout le temps. Ouais. Enfin, je le montre pas, je suis quelqu'un qui est plutôt souriante et marrant. Mais genre, tu sais, si on devait entendre ma pensée, je pense qu'il y aurait un petit fond de musique un peu mélancolique, tu vois. Mais pareil, mais moi je peux pas. Par exemple, Lana Del Rey, si je suis dans une phase où je me sens pas très bien, je peux pas écouter ma musique mélancolique. Ah ouais, non, je peux pas, moi. Parce que les deux, ça fait. Tu es quelqu'un aussi de très émotif? J'ai pu l'être, je l'ai été, et je le suis plus. Est-ce que t'as déjà pleuré en écoutant une chanson? Ah oui, complètement. Totalement. Fallait s'inventer un truc, tu sais, genre La rupture alors que t'es pas du tout. Tu t'inventes un clip, t'es mort, tu sais, genre, tout le monde est là pour la fin de ta life. Oh mon dieu. Non, je fais des trucs comme ça, c'est absolument ridicule. Je fais pas souvent, hein, mais en plus, c'est très bizarre de mettre en scène sa mort dans sa tête. Mais, enfin, c'est très égocentrique. Mais, après, ça va arriver un jour, hein. Oui, c'est sûr, mais bon, tu seras pas bon pleurer, quoi. J'ai jamais pensé à ça, moi. Moi, j'ai toujours pensé à être seule. Ah ouais? Ouais. Genre, mes clips mélancoliques, c'est la solitude. C'est genre moi sur une île. Ah ouais? C'est moi. C'est vraiment le scénario de. C'est quoi le film de Will Smith avec son chien? Et c'est juste lui dans New York. Et c'est moi. Genre, je suis moi. Mais je suis pas triste d'être seule. Mais enfin, tu vois, c'est un truc. Ah ouais, moi je souffre pas du tout de solitude pour le coup, alors je suis très seule. Mais c'est pas de la souffrance, mais c'est juste genre un scénario où je suis seule. Seule au monde, quoi. Ouais. Comme Corneille. Que je ne connaissais pas il y a 2 ans. C'est vrai. Ouais, mais je peux toujours écouter encore ce genre de truc, hein, tu vois. Moi j'ai du Corneille dans ma playlist de like. Du Black Eyed Peas, alors je l'ai poncé parce que j'avais l'album quand j'étais ado. Ah ouais? Ça n'existait pas encore les trucs d'écouter. Enfin, ouais. Et donc du coup j'avais le Elephunk. C'est lui qui est plus connu avec la pochette est bleue là avec un éléphant. Le carré là. J'adore. Ouais, mais sinon j'écoute quand même beaucoup de sons français quand même, qui bougent. Donc c'est souvent un peu la même vibe quand même. Ouais. Ou sinon après ça va être du blues, enfin du rhythm and blues, enfin tu vois, c'est des musiques un peu comme ça aussi, un truc un peu, tu vois, Marvin Gaye qui te fait bouger, tu vois, enfin ça c'est Bill Withers, des trucs comme ça c'est aussi mélancolique. Oh, le blues. Ouais, mais tu sais, c'est la même vibe. Parce que moi, j'ai un peu là du mal avec les vibes un peu comme ça, qui se lamentent. J'ai beaucoup de mal avec la lamentation. Dans le sens où, genre, j'ai trop du mal avec le fait d'être mélancolique et de se plaindre et d'être dans un truc de. La vie c'est dur. Ça c'est ma vie tous les jours. Heureusement qu'on n'est pas vu parce que tu recevras des messages de moi à 15h et à 9h. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non mais j'en ai plein des potes comme ça. Tant qu'il y a de l'humour dedans, ça va. Ok, donc toi, il faut qu'on te dise coucou Nawel. Je me sens pas très bien aujourd'hui, petite blague. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'on a le droit de se bien. On a tous le droit, ça m'arrive tout le temps, de pas être bien et d'appeler une copine. Ce que j'aime pas, c'est quand ça traîne en longueur. Ouais, mais je pense que moi aussi je fais ça, mais aujourd'hui je suis plus en mode il faut en sortir, il faut faire un truc, faut que ça bouge. Mais je peux très allez, hop, là c'est bon, on se sort les doigts du cul et on tu vois, genre, et on avance la vie. Si tu veux pas rester là statique dans ta lamentation, dans ton truc, j'aime pas les choses qui sont larmoyantes, quoi. Ouais. Tu vois. Genre, c'est pas facile la vie, c'est sûr, mais bon, il faut avancer les gars. Ouais, mais moi tu vois, toute seule, pendant très longtemps, genre je pouvais me creuser un trou, me mettre dedans, être en mode je suis en train de me noyer, mais il y a pas d'eau. Mais c'est juste moi dans ma tête, genre... Mais c'est très difficile de drama queen. Je suis la plus grosse drama queen, mais genre... un truc incroyable. Je sais même pas, je pense que c'est mon côté... non, si j'étais assez talentueuse, j'aurais écrit de la musique ou j'aurais été actrice. Malheureusement, j'ai pas ce talent-là. Mais du coup, je le fais dans ma vie de tous les jours. Oh mon dieu, je m'effondre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai brûlé mes cookies. Ah ouais, moi, en fait, j'ai trop peur. Et je déteste qu'on ait pitié de moi ou qu'on fasse « Oh, ma pauvre bichette !» Enfin, tu vois, genre, et ça, c'est un truc, ça me... Et du coup, même s'il m'arrive des trucs, je me dis
allez hop, enfin tu vois, genre, Ouais. j'ai trop peur, enfin toute seule je vais me dire, bon bah c'est pas cool, c'est pas de chance et tout, mais après il faut reprendre... C'est marrant parce que je sais pas pourquoi je pense à ça, mais une fois j'avais fait un événement tatou et puis j'avais mis 300 balles dans la poche de ma veste en jean, et puis après on a fait toute une soirée, on s'est roulé dans l'herbe et tout, et attends, parce que l'histoire se termine quand même assez bien. Et genre le lendemain matin, je dis les gars, j'ai plus les 300 balles dans la poche. et je dis, pas comme ça, je dis les gars, bah j'ai perdu les 300 balles de ma poche. Enfin, tu vois, genre, et tout le monde est là, on est sur un parking, et genre on regarde de partout, et tout le monde cherche mes 300 balles. Et moi je suis en mode, oui, enfin non, mais ça sert à rien quoi, il y a une tempête de vent, enfin, genre, c'est pas grave les gars, c'est bon, enfin, genre. Et puis j'étais joviale, tu vois, je faisais chercher mon truc, je suis voilà, il y a 300 balles qui viennent de. T'as envie de crever la mort. Mais je pense que je me serais roulée dans l'herbe en mode les 300 balles. Mais en fait, au fond, il y a un tout petit espace au fond de moi-même qui crie PUTAIN. Mais il est tout petit, il est enfoui. Et hop, je l'ai bien mis là-dedans. Et devant, je dis bon bah c'est pas grave, tant pis, je peux m'en prendre qu'à moi-même, quoi. J'avais qu'à les ranger. Et puis en fait, comme je suis quand même quelqu'un qui. Tu vois, en soirée, je pense à mon moi du futur, tu vois, je range tu vois, je suis quand même assez bien organisée finalement dans ma désorganisation. Et en fait, je me dis, bon, bah attends. Puis j'ouvre mon sac et puis je les vois, les 300 balles. Je dis, pas de panique les gars, c'est bon, les 300 balles ils sont là. Et puis ils sont venus me voir, ils ont dit, c'était hyper calme pour quelqu'un qui était 300 balles. Je dis, oui, bah qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, quoi? Je vais pas me rouler par terre et pleurer. Mais c'est ce que j'aurais fait. Ça va changer quoi? Ça va me les ramener en fait. Ah mais moi ça n'aurait rien changé, mais je pense que j'aurais besoin de dire maintenant, aujourd'hui, comment je gérerais. À un moment je me serais roulée et il aurait fallu 4 personnes pour me soulever et me ramener chez moi. Mais aujourd'hui je pense que j'aurais été en mode, j'ai besoin de 15 minutes, je me serais roulée en pleurant. Et après je me serais dit bon, on peut partir ou chercher ou retrouver un truc, mais j'ai besoin de ce moment de juste la petite voix qui dit putain, bah il faut qu'elle sorte de quelque part. Mais ouais, ah mais moi ça m'arrive aussi beaucoup. En soirée j'ai... En vrai, j'ai beaucoup de poches intérieures avec des zips et tout, parce que je suis en mode, je sais que ça va. Ouais, en plus, je perds rarement mes affaires. Vraiment, je suis quelqu'un qui perd très rarement ses affaires. Donc, c'était bizarre. Et c'est pour ça aussi que j'ai gardé mon calme, mais parce que je me suis dit, bon, peut-être que je vais finir par les retrouver, mais même pas en fait. Enfin, c'est quand même. C'est comme ça. Je suis un peu fataliste en fait dans la vie. Genre, bah, c'est comme ça devait être, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Et puis tant pis pour toi, t'avais qu'à de mieux t'organiser. Ouais. Mais moi ça me saoule un petit peu quand même. Genre j'aimerais converger vers ça, tu vois. Ouais. Mais sur le moment là je suis en mode putain. Là j'avais fait une bêtise. J'avais un rendez-vous que j'avais annulé, puis la séance d'après la personne avait annulé. Et puis c'était un mardi. Et moi je rentre chez moi, je suis tranquille. Et là je vois la personne m'appelle. Enfin c'était un rendez-vous professionnel. Et là, la personne m'appelle et elle fait mais ça va? Oui, pourquoi? En fait, on avait un truc ce soir. Ah bon? Bon bah désolé, vu que t'as pas annulé, faudra que tu payes. Et j'étais en mode, oh putain. Et genre, je passais l'après-midi comme ça, genre en mode, oh, tu te rends compte, je vais devoir payer pour un truc où je suis même pas allée, putain. Et je me suis dit, mais j'étais très fière de moi parce que je me suis pas effondrée, tu vois. Bon après... Oui, ça m'est déjà arrivé de faire ça et de payer du coup mon rendez-vous et de dire... ça me saoule, mais je faut que je le fasse, de toute façon c'était le deal quoi. Tu vois. Ouais, et pourtant genre j'étais en mode, je vivais ma vie, tu sais, c'était un mardi après-midi, j'étais en mode trop bien, je me fais un petit plat, oh c'est rigolo, ça m'appelle, c'est trop étrange. Ah bah, ah bon c'était ce soir? Ah je vous confirme, d'accord. Ouais, ça arrive. Ouais. Bah, je me dis en fait, ça changera rien que je m'effondre ou que je reste impassible. Ouais. Mais et en plus si je m'effondre, je me dis... il y a justement ce risque, c'est la pente glissante vers la lamentation, vers le fait de se lamenter. Et donc je me dis non, il n'y a pas de place pour ça, on n'a pas le temps. Ah mais moi c'est un peu une passion, enfin un besoin quoi, enfin, mais oui. Et par contre 300 balles, c'est beaucoup quand même. Et en plus à l'époque je leur avais dit 200 exprès parce que je savais qu'il y avait à peu près 300, mais pour pas qu'ils aient la mort trop pour moi, j'avais dit 200. Pour pas qu'ils aient trop pitié. Grave. En fait non, c'était 5€, ça t'inquiète pas les gars. T'as des stratégies en soirée pour te préparer de toi du futur? Bah ouais, ranger les choses.
toujours garder mes affaires avec moi. Souvent on me dit mais tu quittes pas ton sac? Non, je quitte pas mon sac. Mon sac il est greffé à mon dos. Tu peux poser ton sac là? Non. Je pose pas mon sac là. Ouais. Alors hier je l'ai fait, mais bon c'était dans une soirée privée. Et parce que je me suis déjà fait voler des trucs dans une soirée privée. C'était, alors justement on parlait de musique. Pendant longtemps en fait j'ai eu ce qu'on appelait à l'époque un c'était la famille des Apple là, mais... Un iPod? Non, un iPod. Un iPod, oui c'est ça, un iPod, putain, ça remonte. Et c'était un gros iPod avec plus de 100 gigas. Et ce que je faisais à l'époque, c'est que je téléchargeais la musique illégalement, là, tu sais, Emule, machin. Et je téléchargeais des discographies. Oh, ah ouais, ambitieux. Des discographies j'en sais rien moi, de Police, la discographie de Bob Marley and the Wailers, la discographie de Burning Spears, parce que j'écoutais beaucoup de reggae, donc j'avais des sons de reggae de niche que j'avais, enfin ça faisait des années que j'avais poncé le truc. C'était un truc de malade, ça valait de l'or ce truc, il y avait toute la discographie de plein de gens en fait, c'était assez hallucinant. Même de Beyoncé, même de, tu vois, de Michael Jackson, de plein de trucs. Et puis, donc c'était vraiment, je passais mon temps à écouter la musique sur ce truc. Et on est en soirée privée chez des potes, je le branche à la sono pour mettre du son. Parce que du coup j'étais celle qui avait le plus de possibilités. Je rigole, mais parce que à cette époque-là il y avait déjà des téléphones. Et puis à un moment donné je pourrais récupérer mon iPod parce qu'il y a d'autres musiques qui ont été mangées. Et je retrouve pas mon iPod. Donc je suis là, je cherche, je me dis bordel, machin, je cherche. Et puis là je coupe la musique. Je dis les gars, mon iPod. Mon iPod en fait. Enfin genre j'ai laissé mon iPod là, il n'y a plus d'iPod. Donc en fait vous me le retrouvez ou sinon je rallume pas la musique en fait là. Ah là t'étais en mode je suis pas contente. Ah non je suis pas contente. Régler le problème. Ah oui parce que je peux être très sévère des fois. Et on trouve pas mon iPod. Et là je fonds là en fait. Enfin, genre, pour moi c'est de l'or qu'on vient de m'arracher. Et puis on va pas s'en rendre compte, ils vont prendre ton iPod, supprimer tout, revendre. Non là c'était. Je pense que la volonté c'était d'avoir toutes les musiques, je pense. Hein. Ah ouais? C'était malicieux. C'était plus malicieux parce que déjà à la base c'était. Ouais je pense que c'était plus malicieux. Oh. Et du coup j'ai pleuré. Genre j'étais triste, c'était la fin de ma vie, là j'étais en mode, là j'étais dans la lamentation, tu vois, là pour la musique que je venais de perdre, là j'étais... Et puis je trouvais ça hyper vénère en fait de se faire voler dans une soirée privée quoi. Ouais, mais... Enfin, tu vois, et genre j'ai jamais su qui c'était. Après j'ai un doute, parce que c'était chez une pote, c'était une coloc d'une pote, enfin c'était une pote c'était sa coloc. Ouais. Et genre elle m'a dit, une de mes colocs elle est un peu chelou en termes de vol et un peu d'affaires qui lui appartiennent pas. Klepto. Ouais, c'est ça, un peu klepto. Donc voilà, donc on n'aura jamais su le fin mot de l'histoire, mais du coup depuis je fais quand même très attention, mes affaires, tout ça, je me fais très rarement voler, tu vois, j'ai des cordons, en fait je mets en place des outils, parce que je suis quand même quelqu'un d'extrêmement bordélique et très désorganisé. Depuis toujours, même quand j'étais petite, j'étais très lente à l'école, on n'a jamais vraiment su pourquoi. Parce que je pars dans mes rêves, je crois. Je suis très lente et je pars beaucoup dans mes rêves, mais... Mais je m'en rends pas compte, j'ai des absences en fait. Ouais. Vraiment, mon cerveau est décroché tout le temps, comme ça. Et donc du coup, j'ai mis en place au fil du temps des outils. Mais d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu faire à l'époque des tests pour que j'ai des tiers-temps et tout, parce que vraiment j'étais très très lente. Mais je crois que le fait de ne pas avoir fait ces tests-là et de ne pas savoir, ça m'a quand même... Alors, il y a des gens qui me disent que le contraire, mais ça m'a permis d'essayer de me surpasser, d'essayer de comprendre... Enfin, en essayant de comprendre pourquoi je m'en sortais pas, j'arrivais pas à finir mes devoirs, j'ai jamais fini mes devoirs, mes devoirs sur table, je finissais jamais. Ouais. Mais j'étais une des personnes, j'étais une des premières de la classe, j'étais pas la première, mais je faisais partie du top 3 à certains moments. Et du coup, je me disais, même en finissant pas mes devoirs, j'arrive quand même à être, tu vois. Ouais. Donc finalement, je me surpassais, alors que je me dis, peut-être que si j'avais eu des facilités, des tiers-temps, des machins, je me serais un peu plus, tu vois, c'est confortable, tu vois, enfin genre, et je me serais peut-être plus laissé aller et tout, et finalement ça m'a fait que j'ai quand même réussi à m'en sortir avec ce problème-là, ces lacunes-là, tu vois. Donc
Donc voilà, des fois je me dis c'est bien des fois de pas avoir pu mettre de nom sur le problème que j'avais, mais... Ah oui, mais pareil, parce que en fait, du coup, moi aussi, genre, il n'y a pas eu d'effort de compréhension, mais parce que je réussissais quand même assez bien à l'école. En fait, c'était juste moi, un jour, je me suis dit, il faut que je trouve des façons de faire, de gérer. Ouais. Et je pense que si on m'avait donné des tiers-temps, ça m'aurait permis d'être beaucoup moins stressée. Mais effectivement, peut-être que genre, j'aurais moins fait... Enfin, je pense que parfois t'as besoin de ce tiers-temps et je pense que ça t'aide quand même énormément. Ouais. Après, moi, je suis pas stressée du tout. Enfin, moi je suis... un problème de stress. Je suis pas stressée, quoi. Je suis stressée surtout. Moi, si je mets un minuteur de 2 minutes, il y a aucun enjeu. Je te le dis, Nawel. Il y a aucun enjeu. Je mets un minuteur, je le regarderai sans cesse, en mode, quand ça, ce qui va s'arrêter, et enfin, ça va me... Je suis extrêmement stressée. Ouais, je comprends. Surtout. Mais là, je pense que faire cette podcast, j'ai l'impression que genre ça m'aide à être moins stressée, au moins sur la podcast en soi. Ouais. Parce que je pouvais très rapidement rentrer dans un truc de stress. Et pourtant, genre, à chaque fois que je rencontre des gens, je suis en mode, ah, mais tu dis des choses... Toi, t'es en mode, bon, on va pas être dans la lamentation. Anna, elle avait dit, moi, ça me fait beaucoup rire... Encore, je paraphrase, mais genre, Anna, elle avait dit... ça me fait beaucoup rire quand on me donne des deadlines dans les arts. Moi, je comprends pas pourquoi on a besoin de deadlines. Il y a pas le feu, quoi. Ça sera fini quand ça sera fini. Et je suis en mode, bah, en fait, ça devrait être vrai sur tout. Il y a pas le feu sur, oh, une nouvelle fonctionnalité sur ce truc qui va permettre que la LED s'allume en vert. Ouais, mais ça sera fini quand ça sera fini. On va pas non plus... Dans la vie, ce truc d'urgence, je comprends. Enfin, à part si c'est... Voici un pacemaker. Là, il y a une urgence. Faut que ça soit fait, faut que ça soit fini. Mais... Pourquoi on court si vite, surtout Ouais, moi je suis d'accord, je cours pas du coup. Enfin, je cours si parce que du coup je suis tout le temps en retard. Je suis tout le temps en train de courir finalement. Parce que quand même, je vais pas laisser les gens en plan et tout. Mais parce que justement, parce que je suis pas stressée. Du coup, je suis en retard tout le temps. Je me stresse pas, quoi. Ouais. Donc forcément, finalement ça fait l'effet inverse parce que ça me fait que... je suis toujours en nage en train de me dire oh là là, faut que j'aille courir, machin, un truc. Enfin ouais, mais bon, ça fait que quand même je suis quand même pas stressée. Bah tu vois, c'est comme les 300 balles que je perds, tu vois. Je suis un peu fataliste, genre bon bah si je finissais pas à temps, tu vois, quand je finissais pas mes devoirs, ça me stressait un peu parce que ça me rendait triste. Mais en même temps, je me disais bah tant pis, j'ai pas fini quoi, j'ai fait ce que je pouvais. Ouais. C'est une bonne façon de... Tu vois, je suis tellement pas stressée. Quand je suis arrivée au bac, c'était épreuve de physique-chimie. Je croyais qu'on avait 4 heures. Alors en fait, on avait 3h30. Ça m'est arrivé aussi. Ils étaient en mode, et il vous reste 15 minutes. Oui, vous vous trompez, il nous reste 1h et 15 minutes. Non. Ah oui. Et moi j'étais, il vous reste 30 minutes. Et moi je pensais qu'il restait 1h. Et j'étais comme, ah bon? Bah oui, c'est 3h30, tu vois, genre, mais Noël, tu sais même pas, tu vas à une épreuve, tu sais même pas de combien elle dure. T'es quand même complètement à côté de la plaque, ma pauvre fille. Et en fait, j'ai eu la meilleure note de tout. En fait, et après, pendant la demi-heure, moi je croyais qu'il restait 1h et il restait une demi-heure, j'ai dû faire tout d'une traite et je pouvais rien vérifier, mes résultats et tout, tu vois. Mais moi aussi. Et du coup, c'est là où je suis lente aussi, parce qu'en fait, du coup, comme je suis nulle en calcul mental, etc., et du coup, j'ai tout le temps et j'ai pas confiance en moi sur certains trucs, donc je vais tout recalculer, machin, et ça va me prendre un temps de malade. Ouais. Et là, en fait, pour la dernière demi-heure, absolument pas le temps de faire ça. Ouais. Donc, j'ai comme ça, hop, 18 sur 20. Ah ouais, incroyable. mais moi, c'était vraiment... Moi, mon mécanisme, du coup, pour travailler, c'était... je prenais l'examen et je le faisais en entier dans la copie. Pas dans la copie, mais dans un brouillon. Parce que si je faisais dans la copie, je vais hésiter, je vais vérifier 40 fois, et la copie, elle va ressembler à rien. Ouais, du coup, il fallait que je le fasse. Et j'avais tout fait, et je recopiais un à un. Sauf qu'à un moment, je me suis dit que recopier un à un, c'est chiant, et après, en plus, je reviens, donc je vais tout faire et tout recopier. Et j'avais pas... Et quand il nous avait dit, il vous reste, genre, pas 1h, il vous reste genre 30 minutes ou 15 minutes, je suis en mode, mais en fait j'ai pas fini le dernier, du coup il fallait que je te recopie tout et que je fasse le dernier. Et en plus moi genre vraiment en calculatrice, genre je pouvais faire 2 × 2 est égal à 4, je vérifie, oui c'est bien ça, et genre c'était un truc de malade. Et au final je m'en suis pas mal sortie. C'est fou qu'on ait fait des études longues. J'avoue, c'est incroyable, enfin c'est fou quoi. Ouais. On est vraiment... On n'était pas adaptés, mais on y arrivait quand même. On était là, on était en mode on va faire le plus bien possible. C'est ça, je te jure. Ah, c'est pas évident. Est-ce que tu regardes... Enfin, on va plutôt revenir sur du tatou pour boucler ça sur du tatou. Ouais. C'est quoi le dernier tatouage que t'as fait qui t'a marqué dans le sens où tu t'es dit je suis très fière de ce tatouage?
Il y en a beaucoup. J'avoue, je vais pas envoyer des fleurs, je suis assez fière des tatouages que je fais. Mais je pense que là, c'était sur une personne, Arnaud, et c'était un projet. Et en fait, le truc, c'est que petit à petit, je développe des techniques. Et parce que je pense qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre, donc je suis tout le temps en train d'essayer, tu vois, et puis je demande à des collègues, ah c'est sympa, j'aime bien cet effet que tu fais, comment tu fais, machin. Donc toujours, tu vois, à l'affût de nouvelles choses. Et en fait, Arnaud, je lui ai fait, c'était à partir de son histoire, donc du coup, d'un endroit dans lequel il avait vécu, tout ça. Donc déjà, j'étais très contente parce que le dessin que j'avais proposé, ça lui a bien plu. On a fait quelques petites modifs, parce que moi, je fais toujours des modifs avec... je prends le temps avec les clients de faire les modifs autant de modifs qu'ils veulent. Et il y avait pas mal d'effets fumés, un peu, enfin, ce que j'appelle crayonnés ou fumés. Et notamment une vague qui était très géométrique, du coup. Enfin, j'avais utilisé un glitch sur ma tablette. Donc qui fait en fait faire des vagues, tu vois, c'est en fait un mouvement sinusoïdal. Et donc ça avait fait une vague et je l'avais fait avec cet effet-là, avec du bleu. Donc c'était plein de trucs nouveaux, enfin pas plein de trucs nouveaux, parce que c'est des trucs que j'avais déjà expérimenté mais pas ensemble. Et du coup j'étais super contente parce que j'ai trop aimé. Et puis par-dessus il y avait un autre truc, effet fumé mais en gris, qui se croise, tu vois. Et plus avec certains de mes symboles. Parce que je crée des symboles en brush. Ah oui, ok. Et donc du coup je les mets dans mes tattoos, c'est un peu comme des signatures. Et donc voilà, il y avait certains de mes symboles et tout, et donc j'étais assez contente de ça. C'est très drôle que tu dises que tu es bordélique, alors que quand tu parles de ton travail, c'est extrêmement réfléchi et carré et précis. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est vraiment... Ouais, bah c'est parce que je travaille dans le symbolisme et que, ouais, il y a tout un... Il y a le processus, mais il y a aussi vraiment le sens. Ouais. Et le processus doit aussi apporter un sens, enfin, tu vois. Même dans ma peinture, par exemple, ou quoi, genre... c'est pas, genre... Tout doit être pensé dans le moindre... Et pourtant, c'est très... fait un peu sur le vif, comme ça. Ouais. Mais tout a été, effectivement... Je pourrais tout... Genre, il y a des trucs, je pourrais les expliquer dans du macro au micro, quoi. Du macro au micro, je veux qu'il y ait un sens et que ce sens-là, il se réponde dans toutes les échelles. Ouais. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment très... c'est très imagé, je trouve. C'est super intéressant. Je pense que je pourrais t'en parler pendant très longtemps. Mais du coup, tu as parlé de la peinture. Parce que j'avais vu un peu... Tu fais de la peinture ? Alors, je fais de la fresque murale. Voilà. J'en fais peut-être entre 1 à 3 par an. Donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Et je fais de la peinture, du coup, des tableaux. Tu les vends quelque part ? Tu les exposes ? Ouais. Bah, j'ai un atelier de peinture. Le truc, c'est que pendant... En fait, la peinture... En fait, vraiment, c'est mes 3 supports. Hein, la toile, le mur et la peau. Et la peinture, c'est vraiment là où je peux m'exprimer vraiment. Parce qu'il n'y a pas de... Tu vois, la fresque ou tatouage, bah, la fresque, c'est pour des institutions en général, donc tu dois quand même répondre à quelque chose, donc tu dois te tenir à une forme d'esthétisme, etc. Le tatouage, c'est pareil, sur la peau de quelqu'un, puis tu travailles à 2 de toute façon, parce que moi, je fais pas de trucs, à part faire des flashs, mais encore, je les fais... Moi, ça me dérange pas du tout de modifier mes flashs. Mais même mes projets, pour moi, il est hors de question de dire à quelqu'un c'est ça ou rien, tu vois. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est travailler en association avec quelqu'un. Donc, c'est collaboratif pour moi. Donc, forcément, mon dessin, il va être un petit peu modifié et tout ça. Mais la toile, c'est vraiment là où genre, je m'exprime de ouf. Et pendant longtemps, j'ai fait de la... Enfin, c'est ce que j'appelle faire de la recherche. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai peint de façon plus ou moins instinctive. En fait, je peignais de façon instinctive, je me rendais compte de certains processus que je mettais en place où je me dis tiens c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a ça que je retrouve dans les peintures, qu'est-ce que ça signifie, hop, à côté de ça tu fais des thérapies, tu t'analyses et t'es là en mode ah ouais mais en fait ça, enfin genre le truc que je mets en place c'est peut-être en lien avec moi, ma notion de ça ou ce travail que j'ai à faire sur ma personne, tu vois. Et donc du coup, la peinture, elle est vachement empreinte de tout ça.
Mais je trouvais qu'il y avait, parce que j'étais quand même à la recherche d'une forme d'esthétisme cohérent, et j'arrivais pas à trouver de cohérence. Et en fait, j'étais vraiment dans la peinture, dans cette recherche, je suis toujours dans cette recherche d'entre-deux, donc soit entre l'abstraction et la figuration, mais aussi entre quelque chose qui paraît, comme on disait tout à l'heure, qui est organique, qui paraît très authentique, fait sur le vif comme ça. Mais en même temps, il faut que ce soit cadré pour pas que ce soit trop le bordel, il faut que ce soit rangé. Donc il faut que ce soit un bordel organisé. Donc souvent dans les toiles, j'allais très loin dans un bordel, et puis je trouvais que c'était trop bordélique parce que du coup, normalement, l'œil de la personne qui regarde, elle doit être un petit peu guidée, etc. sur la toile, et là des fois ça partait dans tous les sens. Des fois c'était hyper lisse et je me disais, ça manque de vie, ça manque d'âme, ça, tu vois. Donc j'étais vraiment dans cette recherche-là pendant 5 ans. Et là, enfin, depuis quelques mois, j'ai enfin trouvé la forme esthétique qui correspond à ma démarche, qui correspond au message que j'ai envie de transmettre. Et donc, du coup, ça y est, enfin, là. Et donc là, je compte produire encore un petit peu dans cette voie-là et proposer effectivement 2 exposés. J'ai commencé à exposer, là, il y avait des portes ouvertes des ateliers, et mon atelier était ouvert et j'ai exposé quelques trucs. Et déjà, j'ai eu des très bons retours. Donc, je suis très contente. Mais c'est vraiment la peinture, du coup, qui va un peu nourrir le tatouage. Enfin, le tatouage nourrit la peinture aussi. Tu vois, genre, tout se mélange. Un cercle de créativité et d'évolution. C'est ça. Ah, c'est super. Et t'as des fresques qu'on peut voir sur Paris ? On a une à Pierrefitte, sur Seine, dans le 93. Et après il faut se dépêcher parce que en fait c'était un projet avec une association, l'association Maestra, qui en fait pendant 4 ans, en fait c'est dans un quartier et c'est des tours qui vont être rasées. Et donc en fait Maestra c'est une association de femmes qui ont eu cet appel à projet de dynamiser un petit peu artistiquement et culturellement le quartier pour jusqu'à la fin, pour accompagner la fin du quartier. Ok. Et donc j'ai fait sur une des barres d'immeubles, genre c'est un immeuble de 30 mètres d'eau, c'est 10 étages. J'ai fait une grosse fresque. Voilà, avec ma nacelle. Parce que je conduis des nacelles. J'ai un peu genre Bob le bricoleur. En plus quand j'ai commencé à faire de la fresque, j'avais les cheveux rasés. Et du coup, les gens de haut ou quoi, tu sais, genre ils voyaient un bonhomme, je fais « Eh non, c'est moi !» Ah, t'avais la tête rasée. Là, j'ai beaucoup de questions, mon Dieu. J'ai envie de me raser la tête, mais il y a des phases de repos que je pense que je vais pas assumer. Ouais. J'ai envie de te dire oui. Tu trouves des subterfuges, tu t'accroches les cheveux un peu comme ci, comme ça. J'avais une copine, elle dit « J'en peux plus de ta barrette là !» Tu sais, genre, je m'accrochais là parce que je trouvais que c'était tabou et tout. Ouais, t'as des phases. Je me suis rasé les cheveux pendant longtemps et c'était marrant parce que je me suis rasée avant que la phase où tout le monde s'est rasé les cheveux arrive. Covid ? C'était Covid où tout le monde s'est rasé les cheveux ? Ouais, j'ai l'impression. Du coup, moi c'était bien avant ça. Et puis après, j'ai laissé pousser. Parce que, fun fact, j'ai failli me marier, donc j'avais laissé pousser les cheveux. Tu laisses tout à la fin, là. Ouais, comment on va faire là ? C'est pour un peu de mystère, tu vois. Et donc du coup, j'avais laissé pousser pour un potentiel mariage. Et du coup, à un bout d'un moment, j'étais là en mode « Oui, bon, pour l'instant, le mariage n'est pas programmé, donc je vais me raser parce que ça me saoule. » et puis maintenant... Et en fait, quand au bout d'un moment, j'en avais marre. J'avais envie, en fait, en me rasant les cheveux, d'essayer de voir aussi ma féminité, enfin, essayer de développer ma féminité autre part que dans la chevelure. Ouais. Et c'était chouette. Mais du coup, après, au bout donc de 8 ans de rasage de cheveux... 8 ans de rasage de cheveux ? Incroyable. je faisais des rêves où les cheveux... Parce qu'en fait, mes cheveux, ils ont été très longs avant que je me les rase. Et en fait, je faisais des rêves où mes cheveux poussaient genre en 2-2 et tout le monde me disait « Mais attends, Nawel, tes cheveux, ils ont poussé ». J'allais me voir dans le miroir, je disais « Mais ouais, c'est dingue, ils ont super poussé ». Et genre, j'ai fait ce rêve, je sais pas combien de fois, je me suis dit « Non mais là, j'ai vraiment envie de les laisser pousser, j'en peux plus, je veux plus me voir avec les cheveux rasés, je peux plus me saquer ». Donc voilà, là c'est en phase de repousse. Et là, j'ai une copine qui m'a fait une petite coupe trop mignonne, donc j'adore. Mais, mignonne, oui. Mais c'est pas... C'est seulement
transition. Ok. Mais c'est une jolie transition. C'est quoi l'objectif final? Enfin, même s'il n'y a pas d'objectif final, c'est des cheveux... L'objectif final, en plus là, genre, à l'époque où j'avais les cheveux longs, je pense que il y avait pas Instagram, machin, et tuto beauté, coiffure, machin, de comment savoir gérer sa boucle. Comment faire le crunch. C'est ça, exactement, de décoller les racines. Oh mon dieu. Et donc du coup, là, mon truc, ce serait les avoir au milieu du dos, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, de faire des... En plus, j'adore, je suis une brésilienne sur... je comprends rien ce qu'elle raconte. Je ne parle absolument pas portugais. Et je la regarde comme ça et je regarde tous ces tutos beauté ou même des fois, elle raconte des trucs, je sais pas d'où elle parle. Ouais. Je la regarde, elle a des trop beaux cheveux. Je pense que j'en ai moins qu'elle, donc ça fera pas le même effet. Mais souvent, je l'imagine avec un peu sa même chevelure là et je me dis, oh là là, elle est tellement belle. Et elle a des gros cheveux comme ça. Et j'ai trop hâte. Et en plus, à l'époque où j'avais les cheveux longs, je faisais plein de coupes de cheveux, je me tressais, je faisais des macarons, je faisais des trucs complètement farfelus, tu vois, mais genre super bien travaillé avec du gel un peu. Pour avoir vraiment une tête différente tous les jours. Ouais. J'adorais faire ça. Pour l'instant, les cheveux sont trop courts, donc je reste sur cette petite coupe qui me donne une petite tête de poupée, tu vois. Je me mets toujours les petites joues roses comme ça pour aller comme ça, et après ça fait un peu comme une, tu vois. Ouais, non mais c'est vrai que c'est bien dit, genre une jolie petite poupée. Moi j'avais commencé à laisser pousser mes cheveux parce que bon, j'ai une longue histoire de cheveux, si vous voulez l'écouter en entier, c'est l'épisode de Pelin qui dure 1h30, vous êtes motivés, allez-y. Mais en fait du coup je les ai coupés, pendant très longtemps je les ai coupés. Je tente de faire des couleurs mais bon c'est très difficile de décolorer et j'ai la phobie du coiffeur. Ah ouais? Ouais, et du coup là j'avais commencé à les laisser longs l'été, du coup c'était là, ils étaient ici, et l'été c'est super agréable en fait, parce qu'ils sèchent hyper rapidement, parce que moi j'ai des cheveux j'ai pas beaucoup de cheveux mais ils sèchent tellement lentement, c'est énervant. Bah moi je regarde, ils sont encore mouillés là de la douche. Hein. Bah en fait moi ça m'a, surtout quand ils commencent à être longs, enfin ça met hyper long, je pense que ça me met tout un diffuseur. J'aime pas, je sais pas utiliser tout ça, et du coup je les avais laissés longs, et après je me suis dit comme toi, mais en parallèle avec ce que tu avais dit, je vais les laisser longs, je vais les laisser pousser cet hiver, et quand ils vont être longs, je vais jouer avec ma féminité, mais d'être féminine avec les cheveux, et être masculine dans le look, tu vois. Et en fait, hier, j'ai pété un câble, j'en pouvais plus. Déjà, en fait, le truc du coup de l'hiver, j'ai pas le temps de me laver des cheveux le matin, parce que j'ai pas envie d'aller au travail avec les cheveux mouillés, parce que sinon déjà ils ressemblent à rien, et en plus j'ai peur je trouve pas ça très agréable, donc je les lave moins que je voudrais que les laver, et ils mettent hyper longtemps à sécher, et ils rentrent, en plus moi j'ai une phase où ils sont trop chiants, il faut passer beaucoup de temps sur ses cheveux bouclés, et quand j'ai les cheveux courts bouclés, je me les lave et c'est tout. Hein. Je me les lave et si je suis folle, je me mets de l'huile dessus. Mais je n'utilise rien quand t'as les cheveux. Hein. Mais quand t'as les cheveux longs, t'es obligé de mettre le masque, mettre l'huile. Il faut pas les laisser sécher d'une façon, faut les former. Bah là d'ailleurs, je sais pas à quoi ils ressemblent, mais des fois ils bouclent mal, ils sont un peu raplapla. Ouais, non mais. C'est capricieux de la boucle. Bah ouais, et du coup, j'étais en mode, j'ai pas le time pour ces conneries. Hier, j'étais en mode, on me coupe les cheveux du coup. Genre. Mais t'as coupé hier? Ouais! Et genre, la personne qui les a coupés m'a dit, mais t'es sûre, c'est quand même très court. Genre, je me suis assise, j'ai fait, que coupe les cheveux? J'ai pas posé la question. Et genre, on m'avait dit, mais t'es sûre, c'est quand même très court. J'en ai rien à foutre. Mais je suis T'as fait couper par une coiffeuse du coup? Non. Parce que le truc, c'est que moi, ma copine qui coiffe, vous pouvez voir son compte Instagram, elle s'appelle SosoCare et elle coiffe trop bien. Et elle fait. Elle m'a expliqué, parce qu'elle a les cheveux bouclés comme les miens. Et donc du coup déjà beaucoup plus confiance, tu vois. Et elle m'a dit que en fait le cheveu bouclé il se coupe, il se taille un peu comme un buisson ou un caniche, tu vois. Ouais, oui, je vois. Et en fait, effectivement, quand elle a coupé, comme elle a fait et tout, je trouve que ça donnait bien. Et la dernière fois, il y a quelques jours, je me suis recoupé la frange parce qu'elle me tombait devant les yeux. Et pendant plusieurs jours, je me suis dit comment je vais la couper, parce que ça se coupe pas tout droit, comme ça je claque. Non. Et en fait, il faut couper des petits morceaux pour qu'après, il y ait des petites mèches un peu folles qui ressortent. Ouais. Enfin, tu vois, je commence à savoir, à connaître vraiment bien mon cheveu. Et en plus, j'ai pas eu les cheveux bouclés toute ma vie. Ils sont arrivés quand j'étais adolescente, c'est arrivé à la puberté, mes cheveux bouclés. Moi aussi, mais moi c'est arrivé plus jeune. Mais pas... Pareil. Mais pas bouclés. Non, mais exactement pareil. Mais tu vois, genre là, moi je travaille le devant. Du coup, le devant, bon là ça ressemble à rien parce que je les ai pas très bien travaillés, mais genre je me fais un petit truc comme ça. Et c'est vrai que derrière j'ai pas de forme. Mais si tu me dis que Soso Curls, SosoCare. SosoCare,
Peut-être que j'irai, parce Ouais. que... Elle est de temps en temps sur Paris, et c'est pas tout le temps, mais quand elle passe, elle est ravie d'aller couper les cheveux. Eh ben écoute, on peut parler de cheveux pendant très longtemps, mais peut-être une autre fois. Alors, on arrive à la fin. Ouais. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Oui, c'est très chouette. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Sur Instagram, j'ai 2 comptes. Donc j'ai Nawel Grant avec 3 T à la fin. Grant comme le whisky. Et Nawel Grant Art avec à chaque fois des espaces underscore. Enfin des barres là, non, en dessous. Je sais pas comment la barre du 8. Un tiré du 8. Un tiré du 8. Voilà, Nawel Grant Art. Voilà, c'est ça. Ok. De toute façon, je vais mettre ça en description, je vais te taguer. Yes. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci de m'avoir invité, c'était trop chouette. Ouais. Merci pour le thé. Mais ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir écouté, parce que je disais jamais merci avant. Si vous avez aimé cet épisode... Parce que pourquoi tu voulais remercier? Vous avez écouté tout ça? Et ben maintenant, vous pouvez éteindre, voilà. Et on vous emmerde. Non, je rigole, bien sûr que non. Bien sûr que non. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en à vos amis, mettez 5 étoiles, suivez-moi sur Instagram, je mets des photos de sujets dont on a parlé, là ça va pas être évident. Suivez-la uniquement sur Instagram, parce qu'après c'est bizarre, non? Sur Spotify, sur Deezer. J'ai réussi enfin, après 50 mails à Deezer, j'exagère 50 mails, mais honnêtement 6 mails à Deezer, ils mettent à jour le flux. Donc là il y a des nouveaux épisodes qui sortent, j'espère que ça va marcher après. Bon, normalement ça devrait être sur Deezer. Apple Podcast, sinon si vous avez un iPad, un iPhone, un iPad. Un iPod. Et un RIP, l'iPod. Oui, mettez 5 étoiles, suivez Nawel, faites-vous tatouer par Nawel. Si vous le voulez. Si vous le voulez. Allez voir au moins, regardez si ça vous dit. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ceci est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.